Très bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est plus un aspect pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'étaler ni sur les indications, ni le pourquoi du comment, etc. Ce qu'on va faire, c'est plus un atelier pratique pour pouvoir voir quand est-ce qu'on l'utilise, comment on l'utilise, quels sont les matériels que nous avons à notre disposition, comment est-ce qu'on peut s'en sortir si on n'est pas très riche et qu'on n'a pas le moteur que vous allez voir de Ezio. Et vu que l'atelier se veut être interactif, je vais vous dire comment ça va se passer, c'est que ça va être une sorte de 10 questions. C'est-à-dire qu'on va répondre à la voix osseuse en 10 questions. Et au terme des 10 questions, on va pratiquer ce qu'on a vu. Donc ce que j'ai prévu pour vous, donc il y a l'os de la voix osseuse, il y a des os de poulet et des œufs. Donc celui qui va gagner, c'est celui qui va rien casser. C'est-à-dire que l'œuf doit être percé. Le principe, c'est de pouvoir percer l'œuf sans vraiment le casser. Donc, et c'est la même chose, c'est surtout pour faire référence aux os qui sont fragiles chez l'enfant. Donc, pour ça, on va jouer à un jeu. Donc, il y aura deux équipes. L'équipe 1, ça va être l'œuf. On va voir comment est-ce qu'on va déterminer les équipes. Et l'équipe 2, ça va être la poule. La poule, c'est en référence aux œufs de poulet. Donc, qui est-ce qui veut être l'œuf et qui est-ce qui va être la poule? Alors, l'œuf, pour percer l'œuf, on va utiliser le pistolet. Et pour percer les œufs de poulet, ça va être des trocards de médulogramme. Alors, équipe 1, équipe 2. Est-ce qu'on fait géographiquement? Très bien. Donc, équipe 1, équipe 2. Monsieur au milieu, vous choisirez votre équipe après. Très bien? OK. Alors, première question. La voie osseuse est un procédé récent. Il a commencé dans la médecine d'urgence d'adultes. Il a commencé dans la médecine d'urgence d'enfants. Fait partie des recommandations du PALS. Vous connaissez le PALS? C'est le Pediatric Advanced Life Support. C'est les algorithmes d'arrêt cardiaque de réanimation de l'enfant, qui est émis par l'American Heart Association. Il donne des recommandations, comme l'ILCOR, toutes les 4 ans, etc., pour la prise en charge des enfants en détresse vitale. Alors, est-ce que c'est un procédé récent? Équipe 1? Non. Équipe 2? Non. Très bien. Est-ce que ça a commencé dans la médecine d'urgence d'adultes? Qui dit oui? Équipe 1. Vous pouvez vous concerter entre vous. Alors, oui. Équipe 2. Oui. En fait, pas vraiment, et on va voir pourquoi. Donc, est-ce que, contrairement à ce qu'il a commencé dans la médecine d'urgence d'enfants, oui, et on va voir pourquoi. Est-ce qu'il fait partie des recommandations du PALS? Oui, parce que c'est les premiers à les avoir mis dans les recommandations dans l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Donc la voie osseuse, c'est un procédé qui a plus de 100 ans, c'est-à-dire il a été la première fois décrit par Drinker, qui est donc un scientifique et un médecin américain. Et initialement, il a démontré l'intérêt dans la transfusion de sang. Mais c'est un procédé qui n'était pas dans les recommandations. Donc il était essentiellement utilisé dans la guerre de 39-45. D'ailleurs, tous les écrits qui ont été publiés, la plupart des écrits, c'est pendant la guerre 39-45 ou dans les polytropes pendant la guerre, ils ont eu besoin de traiter ces patients-là. À partir des années 80, on a commencé, ça a été clair dans les recommandations du PALS, c'est-à-dire que dans l'arrêt cardiaque de l'enfant, suite à l'échec direct de la voie veineuse périphérique, on indique la voie osseuse parce que l'os de l'enfant est tout simplement plus accessible, plus mou, plus facile à atteindre que l'os de l'adulte. À partir des années 90, ils ont commencé à l'utiliser chez l'adulte. Donc c'est l'Adult Advanced Life Support à partir de 2005. Donc en 2010, on a déjà l'ILCOR qui a rejoint donc les Américains pour pouvoir poser l'indication en deuxième intention après échec de la voie veineuse périphérique et de manière systématique dans l'algorithme. C'est-à-dire que si vous sortez les recommandations du PALS ou de l'ILCOR, vous allez trouver que la voie osseuse arrive donc à sa place. Alors comment ça marche? Alors la voie osseuse est posée sur la métaphyse des os longs. Équipe 1.
Oui ou non? On ne sait pas. Équipe 2. Oui. Non. On va voir pourquoi. Est-ce qu'elle est reliée à la circulation veineuse centrale par les veines périostées? Est-ce qu'elle se collabore en cas d'hypovolémie? Non. Est-ce qu'elle nécessite une expertise? Pas vraiment. C'est-à-dire une formation préalable, une fois qu'on comprend, c'est-à-dire que ce n'est pas un geste chirurgical, c'est pas quelque chose, pas une voie centrale, c'est quelque chose qu'on peut faire une, deux fois et devenir rapidement expert en la matière. Donc finalement, c'est quoi? C'est un cathéter qui est placé au niveau des épiphyses des os longs, os spongieux qui est abondant par rapport à l'os compact qui est moins épais. Alors c'est un accès direct au réseau vasculaire intramédulaire. Donc le réseau vasculaire intramédulaire, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là, d'accord? C'est les plexus sinusoïdes, puis ils vont vers le canal veineux central, puis après le canal veineux central, ils vont vers les veines périostées et les veines nutritives de l'os. Ces veines-là vont rejoindre directement la circulation cave, donc c'est rapidement on atteint donc la voie centrale. Alors la particularité de cette voie, ce qui la rend très intéressante dans le contexte de l'urgence, est-ce qu'elle ne se collabore pas même en état de choc, c'est-à-dire qu'en voie périphérique et même en voie centrale des jugulaires, c'est très difficile parfois d'avoir un retour. Par contre, la voie osseuse, elle reste le moyen d'abord en cas d'état de choc avec des pressions qui sont très très basses. Donc pourquoi la voie osseuse? Alors chez les enfants, la voie osseuse est utilisée exclusivement pour l'arrêt cardiaque. Oui ou non? Équipe 1? Non. Équipe 2? On est bien d'accord, la voie osseuse a de nombreuses indications, surtout chez l'enfant, et on va voir lesquelles. Donc les indications, bien sûr, le chef de file, c'est l'arrêt cardiaque ou l'état de choc décompensé en première intention. Ou un patient obèse qui nécessite un apport veineux immédiat sans voie veineuse. Et les obèses chez nous, chez l'enfant, c'est qui? C'est donc les petits nourrissons tout gros, etc. qui ne la voie périphérique. Donc à partir de la deuxième tentative, on arrête si vraiment le traitement est nécessaire en urgence. Donc tout enfant, en extrapolant sur l'état de choc, donc finalement c'est quoi? C'est tout enfant qui fait une détresse vitale avec un abord vasculaire qui est difficile, après échec de la voie veineuse périphérique. Et chez l'adulte, c'est surtout l'arrêt cardiaque ou l'état de choc. C'est-à-dire en dehors de ces indications-là, elle n'est pas recommandée de manière officielle. Donc la voie osseuse, ça a l'air beau tout ça, mais pourquoi pas? C'est-à-dire quand est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser chez le polytraumatisé? Oui ou non? Équipe 1? Non. Équipe 2? Oui ou non? Bien sûr qu'on peut l'utiliser chez le polytraum, à moins qu'il y ait une fracture ouverte, et on va voir c'est quoi les contre-indications. Mais s'il y a un traumatisé, c'est-à-dire un polytraum avec trauma crânien, trauma thoracique, trauma fermé, etc., que vous avez un os qui est intact, il faut l'utiliser, au contraire. C'est une voie qui est rapide, qui peut vous sauver votre patient. Chez le patient immunodéprimé, parce que quand même, on rentre un corps étranger, etc., est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, bien sûr, ça n'a aucune contre-indication. S'il y a une infection du site de ponction, ça c'est clair qu'on ne peut pas l'utiliser parce qu'on va juste disséminer l'infection. En cas de brûlure, ça dépend de quoi? Alors imaginez que vous avez un brûlé 100%. Si c'est une brûlure nouvelle où il y a juste la perte de substance, où il n'y a pas d'infection, vous pouvez l'utiliser. Et c'est une indication. Si c'est une brûlure qui date de 2 jours, qui a eu une surinfection, etc., bien sûr, vous n'allez pas aller surinfecter. Mais en cas de brûlure ancienne, il n'y a aucune contre-indication, mais le seul problème qui va se poser, c'est le problème de l'analgésie. D'accord? Donc les contre-indications, c'est la difficulté de prise des repères anatomiques. Parfois, c'est difficile, surtout chez l'adulte. La fracture de l'os abordé, c'est-à-dire si on a un os qui est cassé, on ne va pas aller s'amuser. C'est-à-dire que de toute façon, on n'aura pas, vous avez vu le réseau vasculaire, si l'os est cassé, une rupture du réseau vasculaire, ça ne va pas communiquer, on n'aura pas de diffusion, tout simplement, ça va être inefficace. Une voie osseuse de moins de 24 heures sur le même os.
Si on a fait une voie osseuse et que c'est déperfusé entre-temps et qu'on ne peut pas reposer le même os, si jamais elle tombe ou elle est mal fixée, il faut aller sur un autre site. Donc les malades qui ont eu une prothèse, une ostéosynthèse de l'os abordé et une infection au niveau du site de ponction. Alors par rapport aux autres voies, est-ce qu'elle permet un haut débit de perfusion? Parce que l'os, on se dit c'est compact, etc. Est-ce qu'on a un haut débit de perfusion? Oui. Est-ce qu'elle est plus lente que la voie veineuse périphérique? Non. Est-ce qu'elle contre-indique la perfusion des produits sanguins labiles? Oui ou non? Vous en dites quoi? C'est pas contre-indiqué. On peut tout passer par la voie osseuse. Est-ce qu'on peut, alors pour les gens de l'oncologie, est-ce qu'on peut passer une chimiothérapie par voie osseuse? Est-ce qu'on peut passer de la nutrition parentérale par voie osseuse? Alors en théorie, oui, on peut tout passer. Mais le problème, c'est que c'est une voie d'urgence. Donc vous n'allez pas vous amuser à aller ponctionner un os avec tous les risques qu'il y a pour pouvoir passer une chimio. D'accord? Ou pour pouvoir la nutrition parentérale, c'est quelque chose de chronique. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut absolument tout passer par la voie osseuse, mais il faut que ce soit des médicaments d'urgence. On peut donner de l'adrénaline, des drogues, des produits sanguins labiles, des plaquettes, tout ce qu'on veut, mais il faut que ça soit dans le contexte de l'urgence. Est-ce qu'elle peut être gardée plus de 72 heures? C'est quoi le délai pour l'enlever? 24 heures. Alors les trocars Ezio, ils ont même jusqu'à 72 heures. Mais il ne faut pas. Parce qu'au-delà de 24 heures, on devient... C'est-à-dire qu'idéalement, le but de la voie osseuse, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une perfusion périphérique suffisante pour pouvoir switcher à la voie veineuse. Dès lors qu'on arrive à prendre une voie veineuse périphérique, il faut l'enlever. C'est-à-dire que plus il y a le risque d'infection et le risque de complications est corrélé à la durée à laquelle on garde la voie osseuse. Donc dès que ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, le temps d'avoir une bonne perfusion périphérique, à partir de ce moment-là, on passe directement à la voie veineuse périphérique. D'accord? Alors, les avantages de la voie osseuse, donc d'abord rapidité de pose. Avec le pistolet, ça dure 10 secondes. Avec le trocar de médulo, ça dépend. Mais c'est de l'ordre de 1 minute. C'est-à-dire c'est pour quelqu'un d'expérimenté, si on a les bons repères, c'est le temps qu'il faut pour creuser l'os manuellement. Et elle est plus rapide que la voie veineuse centrale dans le contexte de l'urgence. C'est-à-dire dans un arrêt cardiaque, on ne va pas s'amuser à essayer de prendre une voie veineuse centrale, alors qu'on peut prendre une voie veineuse, une voie osseuse, au bout de 10 secondes. La pose, elle est facile. On peut utiliser tous les médicaments et les solutés avec les mêmes dilutions et les mêmes posologies par rapport à une voie veineuse périphérique et une voie veineuse centrale. Alors des débuts de perfusion qui peuvent être élevés. Donc on peut aller jusqu'à 5 litres par heure chez l'adulte. Et avec une rapidité, on atteint le cœur droit au bout de 10 secondes. C'est-à-dire que si on a besoin d'un remplissage, c'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, on est dans les cavités cardiaques. Donc chez l'enfant, le débit sanguin dans le tibia, c'est 10 ml par minute. Et on peut, quand il y a un ballon de compression, aller jusqu'à 40 ml par minute. Et c'est une voie où on peut prendre des prélèvements sanguins. C'est-à-dire si on a besoin, par exemple, de faire une demande de sang, etc., on peut la faire de la voie osseuse. Alors on a une bonne corrélation avec les bilans biologiques, c'est-à-dire qu'on peut tout demander, sauf pour donc tout ce qui est gaz du sang, le CO2, les plaquettes, parce qu'ils ne sont pas les mêmes, ce qui témoigne des plaquettes intra-osseuses, qui n'est pas du tout la même chose, les leucocytes et le calcium. Par contre, on a une bonne corrélation avec l'hémoglobine. Donc, par exemple, si vous avez un malade en état de choc hémorragique, on peut prélever pour la NFS, mais prendre en compte que l'hémoglobine. Pour le groupage, pour le reste, on ne prendra pas en compte juste les plaquettes et les leucocytes. Alors, où est-ce qu'on peut poser la voie osseuse? Est-ce que c'est dans tous les os, sauf la cage thoracique? Oui ou non? Non. Est-ce qu'on la pose au niveau des os longs? Oui. Et est-ce que donc les os plats? Non. Pourquoi? Un risque de fracture, tout simplement.
parce que c'est des os qui sont faibles, donc les os plats, on a le risque de fracture, et c'est d'ailleurs la principale complication. C'est-à-dire plus que l'infection, etc., la principale complication, c'est les complications mécaniques, c'est le risque de fracture. Le site électif est le tibia proximal chez l'enfant. Alors, tibia proximal, c'est là. Oui, parce que c'est le plus facile à aborder, et on va voir quels sont les sites qui peuvent être disponibles. Alors, ce que je vous ai projeté ici, c'est tous les sites où on peut prendre une voie osseuse. Donc le site, on a dit, le plus intéressant, c'est le tibia proximal. Sinon, on peut le mettre le tibia distal, c'est-à-dire au niveau de la malléole interne, l'humérus, le fémur, l'épine iliaque antéro-supérieure. La ponction sternale, le sternum, il n'est pas utilisé en pédiatrie. Parfois, dans les voies d'adultes, flaguer, qui déroulent le truc, la voie osseuse, mais chez l'enfant, bien sûr, c'est formellement exclu. C'est bon? Alors là, c'était juste, je vous ai mis juste les coupes transversales des os, des différents sites d'insertion. Donc là, c'est vraiment, c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau du tibia proximal. Et vous voyez que le tibia proximal, le site d'insertion est très externe, donc il est beaucoup plus facile d'accès qu'au niveau du fémur ou du tibia distal. Et l'humérus proximal, encore, il faut aller encore plus en dedans. Donc c'est pour ça qu'on préfère le tibia proximal. Donc, comment est-ce qu'on pose la voie osseuse? Donc, au niveau du tibia proximal, donc c'est 1 cm en dessous et en dedans de la tubérosité tibiale antérieure. C'est compliqué. On regarde la tubérosité tibiale, il faut regarder 1 cm, etc. Donc, il y a d'autres moyens. Donc, c'est 2 doigts ou 3 cm sous la base de la rotule. Et moi, je trouve que ce repère, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'on repère la rotule, on met 2 doigts et on met un doigt en avant. Et on le trouve directement. C'est-à-dire qu'on est là, est-ce que c'est la tubérosité, est-ce que c'est pas la tubérosité? 2 doigts ou 3, ça dépend si l'enfant est grand et petit, plus un doigt en dedans. Et c'est la voie qui est de première intention. Alors pour le tibia distal, c'est au-dessus de la malléole interne. Donc c'est 1 à 2 cm ou une largeur de doigt, ou 3 cm ou 2 largeurs de doigt. Donc ça c'est pareil, c'est au niveau de la malléole. Moi j'aime bien les repères qui sont visibles, c'est plus simple. Pour le fémur distal, donc c'est la face antérieure du fémur, 1 cm au-dessus de la rotule. Donc pareil, 1, 1. C'est-à-dire que là, on était à 2 vers l'intérieur. Là, c'est 1 cm au-dessus et 1 vers l'intérieur. Et c'est surtout chez le petit de moins de 6 ans. Chez les grands, vous n'allez pas le trouver, le repère. Et l'huméral proximal, c'est 2 doigts en dessous de l'os donc de la coracoïde de la tubérosité humérale, chez les grands enfants et chez l'adulte aussi. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours le tibia proximal. C'est le plus simple, c'est le plus rapide. Si vraiment on n'arrive pas, si on a un grand enfant, etc., c'est là où il faut aller après, vers l'huméral proximal et le tibia distal. C'est les zones les plus faciles d'accès. Alors, en cas d'échec, on repique sur un site différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à aller, ça vient pas, on commence à farfouiller le même os, on arrête, on désinfecte. Et on fait soit le membre controlatéral, soit la malléole, soit le fémur, etc. Donc on a quand même plusieurs sites où on peut essayer. Mais le taux d'échec est très faible. C'est-à-dire c'est 10% d'échecs chez les professionnels non entraînés. Quand vous êtes entraîné, le pourcentage d'échec il est quasi nul. D'accord? Alors avec quoi? Est-ce qu'on peut prendre une voie osseuse avec une intranule? Non. Avec un trocar APL? Non. Avec un trocar de médulogramme? Oui, je pense que vous l'avez vu. Vous l'avez vu, donc oui. Alors, le dispositif automatique de type perceuse ou drill, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est surtout les trocars de médulo et de type perceuse. Et il y a d'autres types de trocars qu'on peut utiliser. Je vais vous dire c'est lesquels. Alors d'abord, ça c'est le médulo, c'est le truc le plus ancestral. Et on a plusieurs tailles, donc le 14, 16 et 18. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce qu'on a à l'hôpital, c'est le rose et le bleu, donc nourrissons et enfants. On l'insère de manière manuelle par des mouvements de rotation. Pour celles et ceux qui ont déjà fait un médulogramme, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on insère manuellement au niveau donc de l'os après avoir repéré, puis on aspire.
Donc c'est exactement le même principe que le médulogramme. On a le système à percussion de trocar armé sur système de détente. Ça n'existe pas chez nous, mais c'est surtout dans la médecine de sport, la médecine de guerre, etc. C'est une sorte de levier qui est c'est un truc on sort et ça part directement, ça creuse et ça aspire. Ça, on l'a pas au Maroc, mais ça existe surtout aux États-Unis. Et ce qu'on commence à voir, nous, de plus en plus, c'est ça. Alors, c'est l'ésio, c'est une aiguille qui est montée sur une perceuse. Donc, le choix de la taille de l'aiguille, l'épaisseur des tissus sous-cutanés dépend de l'épaisseur des tissus sous-cutanés. C'est-à-dire que normalement, moins de 40 kg, entre 40 et 60, en fait, nous, ce qu'on retient, c'est que le rose, c'est le nourrisson, le bleu, c'est la majorité, soit les nourrissons, soit les grands enfants, et les jaunes, c'est les adultes, c'est les ados et les enfants obèses, c'est-à-dire obèses ou plus de 40 kg. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille des trocars est inverse à celle de ceux de la voie veineuse. Alors, la voie veineuse, la rose, il y a le kibera. Après, il y a la bleue, donc par ordre décroissant, puis il y a la jaune. Par contre, les trocars de l'aiguille qui est montée à la perceuse, c'est le contraire. Le rose, c'est le petit, après c'est le bleu, et le plus grand, c'est le jaune. Alors là, je vous ai montré une petite coupe de la cicatrice de voie osseuse. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est que les limites, elles sont nettes, etc. C'est-à-dire quand on va analyser l'os, après c'est ce qu'on va trouver. Donc ce qu'on voit, c'est que la limite, elle est nette en cas de perceuse, parce que c'est one shot. Alors que quand on creuse, on fait des mouvements circulaires, donc la limite, elle est un peu crénelée, mais au final, ça ne change rien, c'était juste à titre informatif. Alors avant de commencer, il faut toujours faire sa checklist et préparer son matériel avant la pose. Parce que c'est un geste qui est quand même invasif, c'est quelque chose où il y a une asepsie rigoureuse, on ne peut pas se permettre de toucher, de manipuler pendant qu'on a commencé notre processus. Donc il faut toujours faire sa checklist et préparer son matériel. Et bien sûr, si l'enfant est consent, il faut expliquer le geste à l'enfant, parce qu'en plus c'est douloureux. Donc une seule règle d'or, c'est quand même l'os. Donc l'asepsie, elle est rigoureuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste faire ça, à part bien sûr si vous êtes en guerre, etc., et que vous partez, l'asepsie, là, walou. Mais là, tant que vous êtes à l'hôpital, il faut respecter les règles d'asepsie. Alors qu'est-ce qu'il faut? Donc de quoi désinfecter? Donc ce qu'on a, nous, on n'a pas de chlorhexidine, on a de la bétadine et des compresses, des gants stériles. Donc ce que vous voyez là, c'est... on a la xylo. Alors la xylo, on va voir à quoi elle sert. Je ne sais pas si ça marche le truc. Voilà. Alors ce qu'on a là, très bien. Ce qu'on a là, c'est la xylo. Alors il nous faut 2 seringues. Une seringue pour l'analgésie, une seringue pour pouvoir purger et irriguer. Donc on a le connecteur qu'il va falloir purger avant. Bien sûr qu'il va falloir purger avant de le brancher. On a la star, le pistolet, on a le système de fixation et le trocar. D'accord? Donc tout ça doit être prêt et déjà posé avant de commencer la voie osseuse. On ne peut pas s'amuser à venir avec le trocar, blati le fixateur maquinge, blati le prolongateur, il est où, attends, on va le chercher en réa, etc. Non, c'est-à-dire qu'on ne commence parce qu'on ne peut pas injecter dans la voie osseuse selon ce mécanisme-là sans avoir tout le matériel, ou sinon on ne le fait pas. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait ce procédé-là? Alors, l'angle d'abord est de 30 degrés à la tubérosité tibiale antérieure. Groupe 1. Non. L'utilisation d'analgésie est obligatoire. Fortement recommandé. Pour moi, obligatoire, oui, parce que l'os, c'est très douloureux. C'est-à-dire quand vous allez commencer à injecter, l'enfant va s'agiter, c'est très douloureux. C'est-à-dire injecter quelque chose à l'intérieur de l'os, c'est très douloureux. Donc oui, l'analgésie, on va voir quel type. Là, on n'est pas dans l'analgésie locale avant de percer. Non, on est dans l'analgésie intra-osseuse. Alors, l'utilisation d'un ballon de contre-pression est nécessaire. Vous savez ce que c'est ?
En fait, c'est quelque chose qu'on met avec la perfusion pour pouvoir avoir une grande pression au niveau de la perfusion. Nous, ce qu'on faisait quand on était interne, c'est qu'on injectait de l'air. On injectait beaucoup d'air pour pouvoir augmenter la pression au niveau de la poche du sérum pour avoir une plus grande pression. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Non. Le trocar doit être entièrement introduit. Non. Alors, l'utilisation d'un ballon contre pression est nécessaire? Oui, il est indispensable. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée sur quelle est la pression intra-osseuse? Alors, si vous voulez prendre une voie veineuse périphérique, quelle est la pression? Voie veineuse périphérique. Pression au niveau de la veine. Elle est quasi nulle. Elle est entre 0 et 10. Il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que ça aspire tout seul. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de résistance. D'ailleurs, quand vous prenez une voie veineuse périphérique, par exemple, vous voulez faire un gaz du sang. Quand vous prélevez, ça vient tout seul, c'est calme, etc. Parce que la pression Diana, elle est supérieure, c'est-à-dire qu'elle aspire. En cas de voie artérielle, qu'est-ce qui se passe? On a une pulsatilité. Quelle est la pression au niveau de la voie artérielle? Il y a de tension artérielle, Diana. Il y a la pression normale qu'on prend donc, par brassard ou par... quelle est la pression intra-osseuse? Elle est de 25 à 35 mm de mercure. C'est-à-dire qu'elle est 2 à 3 fois celle qu'on a au niveau des artères, la pression intra-osseuse. Donc, si vous avez un système de haute pression et que vous donnez une perfusion à basse pression, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas passer. C'est-à-dire que ça va être le sang. On va avoir le phénomène inverse. Donc, il faut soit avoir des ballons de contre-pression, soit rester en train d'appuyer sur jusqu'à ce que les solutés passent. Il faut que la pression en amont soit supérieure à la pression intra-osseuse. D'accord? Donc, c'est très, très important de voir. Soit on a le ballon, soit... C'est-à-dire qu'après, on se demande, ah non, il n'y a pas de retour. Non, non, c'est juste que le ballon de contre-pression, il est obligatoire. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, comme je vous ai dit, le site, moi, je vais vous décrire le tibia proximal parce que c'est ce que vous risquez d'utiliser le plus. Donc, on localise le site de ponction. On localise avec les yeux, on regarde, on palpe, etc. avant de désinfecter. Comme ça, on sait à peu près où est-ce qu'on est. Et après, donc, on a dit 2 doigts plus un doigt. Donc, 2 doigts et on rentre d'un doigt pour pouvoir localiser notre site de ponction. Alors... pour moi, la tuberosité tibiale, parfois, on n'arrive pas à la palper. Donc, on peut... la rotule, on est sûr qu'elle est là. Donc, la rotule, prendre le repère rotulien. Alors, avec le trocar, comment on fait? Donc, comme un médulo, on désinfecte la surface, on porte les gants, on repère notre signe de ponction. Déjà, on fait un pré-repérage après, on désinfecte, on porte nos gants et on repère après que ça soit désinfecté, donc quand c'est stérile. Anesthésie locale, on peut, si on veut. Si on est minutieux, etc., on peut. Alors, comment est-ce qu'on insère? On prend le tibia et on insère de manière perpendiculaire à l'os par des mouvements de rotation jusqu'à ce qu'on ait la perte de résistance. Et c'est la sensation qu'on va tester aujourd'hui sur nos os et sur nos œufs. Et après, on retire. On retire, comment est-ce qu'on vérifie? On emboîte donc la seringue et on aspire si on a du sang. Ça veut dire qu'on est bon. D'accord? Alors, il n'y a pas de système de fixation comme l'autre avec le truc qui colle. Donc, normalement, on fixe juste avec un sparadrap et la tubulure. Et on y va et on commence soit nos prélèvements, soit nos perfusions. D'accord? Alors, avec les yeux, donc on prend notre pistolet, il faut faire attention. Alors, ce qu'il faut savoir sur les pistolets, c'est-à-dire que et c'est non rechargeable. C'est-à-dire que vraiment, il faut d'abord bien emboîter, etc. On fait attention, on ne s'amuse pas. Là, c'est one shot. De préférence, celui qui est bon, c'est celui qui appuie une seule fois. À moins que vous en ayez plein, et je ne pense pas qu'il y a... Et même ça, c'est du gâchis. Donc, on choisit l'aiguille, on la purge, on purge le connecteur, on la connecte à l'aiguille, on enlève le capuchon de l'aiguille, on va voir ça de manière pratique. Et on se met à 90 degrés. On maintient fermement la jambe. Alors, idéalement, on n'attrape pas la jambe par derrière. Idéalement, c'est de pouvoir l'immobiliser
de manière antérieure dans un endroit où on a stérilisé. Parce que là, ça risque de bouger, c'est-à-dire que idéalement, c'est de l'avoir sur un plan plat pour pouvoir vraiment bien maîtriser le geste. Donc on insère l'aiguille à travers la peau et on stabilise bien. Alors une fois inséré, le même truc. On a donc le prac, ça veut dire qu'on est passé au-delà de la corticale, on arrête le mouvement et on retire le stylet. Après, voilà ce que vous voyez en haut, c'est les repères. Donc il faut qu'il y ait au moins un trait, il faut qu'il y ait 5 mm au-dessus, donc quel que soit le trocard. Donc là, il faut soit on a 5 ou 10 mm, ça dépend, soit 5. C'est-à-dire que l'aiguille n'est jamais totalement posée contre l'os. Parce que si elle est posée, ça veut dire que c'est trop court. On n'a aucune... c'est-à-dire qu'on a là, on est passé la corticale, mais on ne sait pas si on est passé le deuxième au niveau de la moelle. Donc, il faut vraiment être sûr. Parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on va faire juste une extravasation du produit. Donc une fois que c'est posé, on aspire la moelle pour prélever du sang et faire des examens de laboratoire si vous voulez. On place le pansement stabilisateur sur l'aiguille et on adapte le prolongateur spécifique, vous allez voir. Donc l'anesthésie locale de la cavité médulaire chez l'enfant conscient, moi perso, j'y crois. Parce que c'est douloureux, il ne faut pas laisser un enfant souffrir. D'accord? Et en plus, la partie la plus douloureuse, c'est quand on fait le flush initial. Parce qu'une fois qu'on va commencer, on ne va pas donner directement nos perfusions. Une fois qu'on va commencer, on va d'abord faire un flush initial de 5 à 10 ml, puis on va donner nos perfusions. C'est comme si on devait dilater nos veines pour qu'ils puissent transmettre le liquide. Donc pour moi, l'anesthésie locale, c'est très important. Et on fait après donc, la perfusion à l'aide de dispositifs sous pression. Alors, chaque administration de médicaments doit être suivie d'un flush de 3 à 5 ml de sérum physiologique. C'est-à-dire qu'on est sûr, il faut la pousser pour qu'il sorte de l'os. D'accord? Donc, on donne par exemple, je sais pas moi, de l'adrénaline. Donc, il faut donner la dose d'adrénaline et donner encore 5 ml de sérum physiologique. Ah oui. Alors, une fois que notre voie osseuse elle est posée, qu'on s'est assuré, etc., il faut étiqueter avec l'heure. C'est-à-dire qu'on met 23 janvier à 10h02. C'est important. Parce que là, et même quand on l'enlève, sur le dossier, ça doit être consigné. On doit consigner l'heure à laquelle on l'a posé et l'heure à laquelle on l'a enlevé. Alors, un petit mot sur la douleur. Donc, on a deux types de douleurs. On a la douleur somatique, c'est lors de la ponction, et la douleur viscérale, c'est à l'injection, surtout à l'injection, à la perfusion. Elle dépend du type de cathé, du site de ponction. Donc le tibia, c'est plus douloureux, et de la pression de perfusion. Donc plus la pression est élevée, plus c'est douloureux. Donc ce qui est recommandé, c'est l'injection de la voie osseuse de lidocaïne à 2%. Donc à la dose de 0,5 mg par kilo, soit 0,025 ml par kilo de lidocaïne. C'est ça qu'il faut retenir. Si c'est à 2%, donc avec un maximum de 2 ml. Donc ce qu'il faut faire, on purge, on injecte on dilue bien et on revérifie la règle de 3, n'est-ce pas mesdames? Et on injecte la lidocaïne, on attend 15 à 20 secondes. L'effet analgésique, il est obtenu au bout de 20 secondes. Donc il faut attendre 15 à 20 secondes avant de faire le flush initial de sérum salé. Et là, on peut donner les traitements qu'on veut. Donc la douleur, elle est liée à l'infusion du premier bolus. C'est-à-dire que l'insertion, ça passe, c'est rapide, c'est comme un vaccin, c'est comme un prélèvement, etc. Par contre, le fait que la première pression, etc., c'est ça qui fait mal. Donc il vaut mieux assurer l'analgésie. Donc et après, donc là on a posé notre voie veineuse, notre voie osseuse, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'aspiration de la moelle osseuse est un critère de bonne mise en place. Oui. On peut remplacer le ballon d'un contre-pression par l'air. Bon, ça, je vous ai déjà répondu. Aucune surveillance particulière n'est nécessaire. À votre avis, il faut surveiller ou pas? Bien sûr. L'ostéomyélite est une complication possible. Oui. Est-ce que c'est la complication la plus fréquente? La complication, c'est celle qu'on craint le plus, mais ce n'est pas la plus fréquente, heureusement. Parce que si on a bien fait notre boulot et qu'on a respecté nos règles d'asepsie, il n'y a pas de raison.
D'accord? Mais on peut avoir une ostéomyélite. Alors, quels sont les critères de bonne fixation? Donc, c'est déjà l'impression de franchissement de la corticale. C'est comme l'APL, c'est-à-dire que là, on sait qu'on est rentré. Mais est-ce qu'on est bien rentré? On ne sait pas. Donc, le trocar, il doit être immobile. Mais si genre, on est rentré, il bouge et tout. S'il ne bouge pas, on est bon. Il y a le reflux de la moelle. L'absence de diffusion, c'est-à-dire qu'on fait le flush de 5 cc, 10 cc, il n'y a rien qui se passe. Sur le plan sous-cutané, il n'y a rien du tout. Les débits, on les passe, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de reflux, donc on est bon. Et les effets pharmacologiques, c'est-à-dire que vous donnez de l'adré, il augmente sa fréquence cardiaque, donc là on sait que l'adré, elle est bien arrivée. Donc parfois on peut avoir l'absence de reflux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de moelle sans vraiment avoir beaucoup, et on peut avoir un peu de résistance. Mais la voie osseuse, elle fonctionne. Donc ce qui est important, c'est vraiment le sentiment, le fait que ça soit fixe et que ça ne diffuse pas. Il ne faut pas que le produit diffuse. Si ça diffuse, c'est la complication la plus fréquente et c'est la complication qu'on craint le plus. Surtout quand on a des médicaments qui peuvent être dangereux. Alors qu'est-ce qu'on surveille? Donc on va rechercher l'œdème ou l'infiltration après injection. Et bien sûr, le fait que ça reste immobile. Alors les complications, donc c'est l'extravasation. Bravo. Le syndrome d'éloge, c'est-à-dire que si vraiment ça diffuse au niveau des muscles, etc. L'ostéomyélite, fracture du tibia, c'est décrit chez les tout petits. Les fractures, c'est plus fréquent que l'ostéomyélite. Les embolies graisseuses, surtout chez l'adulte, pas chez l'enfant. Les complications augmentent avec la durée d'utilisation. Et en particulier, c'est supérieur à 24 heures. Donc même si on a l'AMM jusqu'à 72 heures, au bout de 24 heures, honnêtement, il faut l'enlever. Et normalement, au bout de 24 heures, c'est qu'on a le canal ou le hel. Soit on a pris une voie veineuse périphérique, soit on a pris une voie centrale, etc. C'est-à-dire que, de toute façon, soit il va s'améliorer un enfant en état de choc, soit il va s'améliorer, soit il va mourir. Donc s'il s'améliore, il faut vite switcher le plus vite possible à une voie veineuse périphérique ou une voie veineuse centrale s'il a besoin de drogue, etc. Donc on retire l'intra-osseuse dès que l'accès veineux est disponible et on le retire dans le sens inverse, c'est-à-dire par mouvement de rotation et de traction. Et bien sûr, on recouvre l'orifice par une compresse stérile. Donc, ce qui nous amène à notre dernière question. Et si l'on pratiquait? Alors, groupe 1. Je préfère regarder. Je préfère commencer par l'œuf. Je préfère commencer par la poule. Je veux faire les deux. Vous voulez faire quoi? Groupe 1, ils veulent rien faire. Alors, groupe 2. Nous sommes à l'œuf ou la poule? Nous sommes à la poule. Nous sommes à la poule. Alors, le groupe de ce côté, ça va être, vous allez commencer par le poulet. Et le groupe de ce côté, on va commencer par les œufs et on va changer. On va switcher. Merci.